Bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être nombreux à cette masterclass sur la consigne mixte pour réemploi et pour recyclage. Je vais rapidement présenter Reloop et puis vous présenter le fruit de nos travaux ici en France et puis évidemment à l'international, puisque nous sommes une équipe de 10 personnes dans 7 pays et on essaie de couvrir justement la performance des systèmes de consigne dans le monde au niveau opérationnel, au niveau économique, au niveau de la performance environnementale. C'est ce que l'on fait depuis plus de 10 ans. Et voilà, l'idée c'était de vous présenter aujourd'hui notre réflexion, notre approche en France. Alors, comme je disais, Reloop a plusieurs programmes de recherche. On est une sorte de think tank, de plateforme entre gouvernemental, industrie, ONG, avec 5 programmes principaux. Le premier sur les questions de consigne, de REP, ensuite de contenu recyclé, de réemploi, tout ce qui est de refill en anglais, qui a un mot plus difficile à traduire en français, et puis la question de la data, des données, la transparence des données que l'on va chercher à travers les agences gouvernementales dans le monde, à travers différentes études, à travers les organismes de gestion et opérateurs de systèmes de consigne à travers le monde. Donc notre objectif à la fin, c'est de publier le fruit de ces travaux. Je vous en présente quelques-uns très rapidement. Le What We Raise, qui est un dashboard, un tableau dynamique qui permet notamment de comprendre, en fonction de chacun des pays, les mises en marché dans le secteur des boissons en unités finalement de mise en marché par type de matériaux. Je vais vous présenter typiquement la trajectoire française en unités mise en marché par type de matériaux. Et puis on publie tous les 2 ans le Global Deposit Book, qui est un benchmark international des systèmes de consigne dans le monde. Il y en a aujourd'hui plus de 50. Et ce sont des systèmes qui sont en plein déploiement dans plusieurs régions du monde, dans les 5 continents. Et puis, on fait aussi des analyses plutôt techniques de type analyse de cycle de vie, où on compare justement les emballages réemployables versus les emballages recyclables dans différents cycles opérationnels et économiques. Et on a toute une activité aussi de plaidoyer en France et notamment à Bruxelles. Et on a réussi à créer la plus grande coalition européenne sur le réemploi dans le cadre de la PPWR dans les 6 à 12 derniers mois. Alors, un des gros sujets d'étude de Reloop, c'est les systèmes de consigne que l'on suit donc depuis bien longtemps. Et vous voyez bien l'engouement important de ces systèmes-là depuis les 10 à 20 dernières années. Notamment, puis on voit bien la grande montée ici, c'est lié notamment à la directive plastique et tout le sujet pollution plastique depuis 2018-2019, qui a entraîné vraiment un effet important sur la mise en place et les intentions de mise en place de ces systèmes pour aller chercher de la performance de collecte et de recyclage. Mais évidemment, ces systèmes-là, ils se mettent en place dans des pays où il y a parfois des consignes pour l'emploi et parfois il n'y en a pas. Ça dépend des pays et des différentes configurations en termes de typologie de produits et acteurs en place. Et ce que l'on voit évidemment, c'est un déploiement aujourd'hui assez massif avec des questions qui se posent quand même sur la mise en place potentielle en France, en Italie, en Espagne. Mais sinon, au niveau de l'Europe, il y a un déploiement européen assez global. Quand je parle de l'Europe, c'est important puisque vous le savez, les derniers déploiements aujourd'hui sont là et s'enlignent, notamment avec la future réglementation européenne, la fameuse PPWR, la Packaging and Packaging Waste Regulation, donc la réglementation emballage, déchets d'emballage, avec des cibles pour réemploi et des cibles pour recyclage qui sont aujourd'hui, qui ont été adoptées par le Parlement le 24 avril dernier, et qui devront faire l'objet d'un dernier vote au Conseil européen en octobre dernier pour finaliser finalement le texte final. C'est 3 ans de travail avec la Commission européenne et différentes institutions européennes pour arriver à ce texte. Et ce texte, qu'est-ce qu'il dit au niveau du réemploi et du recyclage? Il dit 2 choses sur le secteur des boissons. Et je fais ce focus-là aujourd'hui sur le secteur boissons, parce que c'est notre sujet de niche de recherche, mais évidemment, il y a d'autres secteurs visés par le réemploi. Au niveau des boissons, on a un objectif de 10%. Donc de mise en marché finalement d'emballage réemployable à l'exclusion du vin, des spiritueux et du lait. Et ce 10%, il est un peu différent que la loi AGEC. Le 10% loi AGEC, il est sur l'ensemble des emballages primaires, secondaires, tertiaires, et il vise notamment les metteurs en marché. Là, on est sur un 10% de distributeurs, donc les détaillants d'alimentation, les distributeurs d'alimentation, donc c'est un petit peu différent. Et on a une cible, ce qu'on appelle aspirationnelle, de 2040. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fera les bilans en 2030 de ce qui a été réussi ou pas, il y a un objectif aujourd'hui de 2040 de 40% de mise en marché qui cible plutôt les opérateurs économiques
Donc c'est un petit peu plus large, probablement les opérateurs de système. Et puis on a aussi un objectif qui est important, hein, et vous allez comprendre le lien entre les deux consignes pour recyclage et réemploi. Un objectif réglementaire pour les pays qui n'atteindraient pas 80% de taux de collecte sur les bouteilles plastiques à usage unique et les canettes, à 80% à l'horizon 2026, de basculer vers un levier de consigne pour recyclage, avec cet objectif de 90% de taux de collecte en 2029. Donc vous voyez qu'il y a une trajectoire sur le recyclage et il y a une trajectoire sur le réemploi qui essaie de s'inscrire dans ce secteur boisson. Et force est de constater qu'en France, il y a une grande volonté environnementale depuis la loi AGEC, hein, puis je pense qu'il y a eu pas mal de discussions hier sur le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors il est à moitié plein parce qu'effectivement les sujets ont été mis sur la table, la réduction, le réemploi, mais il est aussi à moitié vide aussi parce qu'on voit bien qu'en termes de trajectoire et de performance, on n'y est pas. On n'y est pas sur notamment les 5% l'année passée en 2023 de mise en marché des emballages réemployables. On n'y est pas sur la réduction de 20% des emballages en plastique à usage unique, dont 50% pour le réemploi. On n'est pas du tout aligné sur le 77% de la directive plastique européenne pour l'horizon 2025. On ne s'enligne pas sur 2027 sur le 10%, etc., etc. Donc on voit que finalement aujourd'hui en France, la trajectoire, elle n'est pas là, mais l'intention est là, les textes réglementaires sont là. Et je vous disais justement, en termes de trajectoire, vous voyez, nous on regarde justement les mises en marché en unités, c'est en milliards, en fonction des années entre 99 et 2019, avec le plastique, avec le verre non réemployable, l'aluminium, les canettes, les tétrapacks, et puis le verre réemployable qui est quasiment 100% en CHR, hein, en hôtel-restauration, avec très peu d'offres au niveau retail. Et puis un bilan, comme je vous le disais, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, avec un bilan 2022 des taux de collecte, bouteilles plastiques, aluminium et mise en marché de réemploi hors trajectoire. Alors la conséquence de tout ça, hein, d'un point de vue environnemental, c'est évidemment la perte d'emballage, incinéré, enfoui et abandonné en environnement, sachant qu'effectivement le volet boisson, c'est le principal déchet sauvage que l'on retrouve au niveau des plages dans l'environnement du packaging. Les challenges évidemment que l'on a, hein, que l'on voit depuis 4 ans, depuis la mise en place de la loi AGEC, ce sont effectivement des challenges importants. C'est ce prisme environnemental qu'a pris la loi AGEC, c'est-à-dire de partir de la finalité, de se dire avec le réemploi, effectivement, on va réduire les gaz à effet de serre, on va réduire l'emballage à usage unique, les ressources, etc. Et puis d'essayer maintenant de faire du rétro-engineering et d'arriver à des modèles économiques qui sont viables, hein, des modèles opérationnels qui sont viables et qui demandent une grande efficience, évidemment, pour être soutenables à long terme. Donc il y a cet enjeu-là de prisme, aujourd'hui, sur lequel il y a un point de recul à prendre. La création de l'offre et de la demande, et en même temps, avec toute cette notion de risque, de CAPEX et d'OPEX économique, puisque le citoyen français n'a plus l'habitude de rapporter finalement ses emballages et de la consigne. La compétitivité de l'offre réemployable versus usage unique pour les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'avec AGEC, effectivement, on se concentre beaucoup sur la fin de vie des emballages. Il y a un recul vraiment à faire sur la mise en marché. Les producteurs, les lignes de production, les distributeurs, les linéaires de vente, les consommateurs et leur adhésion au système. Et c'est à travers l'ensemble de ces facteurs-là, plus en amont, qu'on est capable d'amener du changement, et le reste suivra. Au niveau lavage, au niveau recyclage, ça suivra. Et puis un geste de retour, donc comme je disais, perdu, les nouveaux business models, avec la gestion d'actifs post-consommation, puisque lorsqu'on parle de réemploi, on parle finalement de la gestion d'un actif, un emballage que l'on prête, et non pas que l'on transfère vers une autre partie prenante. Donc c'est vraiment la gestion d'actifs, l'importance des taux de retour, des nombres de rotation, des standards, des mutualisations, du pooling, etc. Et puis évidemment les grandes questions d'opérateurs, comment opérer finalement ces consignes, cette consigne au niveau national, opérateurs centralisés, décentralisés, il existe plusieurs modèles dans le monde. Et puis la question de la gouvernance, évidemment, autour de tout ça. Évidemment, la question aujourd'hui en France, hein, elle est là, hein, elle est sur le réemploi est-elle une filière finalement dédiée, où on garde finalement les bouteilles réemployables dans un linéaire de boissons, avec une offre qui est plutôt réduite aujourd'hui, qui est peu compétitive par rapport à l'usage unique. Et la question, c'est est-ce que c'est un match réellement équitable, et est-ce que le consommateur va adhérer, et à quel consommateur on cible finalement avec une offre nichée versus avec
justement une offre plus mixte, une consigne beaucoup plus élargie et une compétitivité plus importante du réemploi. Justement, dans le linéaire boisson, le consommateur se retrouve face à une offre consignée et à partir de ce moment-là, la question du réemploi peut prendre beaucoup plus de dimensions en termes de risque d'achat, que ce soit pour les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, puisque l'offre est complètement intégrée à l'offre boisson. Alors la consigne mixte, pour vous en donner quelques principes, hein, je pense que vous l'avez bien compris, hein, c'est de couvrir le secteur boisson de façon un petit peu plus large dans une offre commune avec un parcours consommateur commun, notamment lié au point d'achat et de retour, la fameuse offre consignée. On voit que cette offre consignée aujourd'hui, elle est disponible dans plusieurs pays. On pense notamment à l'Allemagne, la Lituanie, la Suède, les Pays-Bas, la Lettonie, l'Estonie, notamment des anciens et des nouveaux systèmes qui ont intégré les deux consignes ensemble, et on va voir justement les effets de mutualisation, les synergies économiques et opérationnelles que l'on peut trouver, et finalement le pourquoi dans ces pays-là il reste du réemploi à l'échelle nationale. Alors les lois ne sont pas forcément parfaites pour permettre que ce réemploi augmente, et on pourrait creuser dans un deuxième temps et une autre fois quels sont les éléments réglementaires qui favorisent finalement le réemploi et son élargissement, mais toujours est-il que ça existe encore, notamment en Allemagne, avec une grande proportion de bouteilles réemployables. Dans le domaine de la bière, c'est plus de 80%. Dans les domaines des eaux minérales, on est à plus de 40%. Donc vraiment une offre importante du réemploi. Alors, bon, c'est illisible, je sais. Mais l'idée, c'était aussi vous dire que ce qui est important, hein, cette prise de recul, cette réflexion-là, elle se situe surtout au niveau du consommateur. Comment le consommateur va-t-il adhérer à cette offre réemployable ? Comment finalement va-t-il passer de l'existant, hein, l'existant c'est ce que l'on connaît depuis plus de 30 ans aujourd'hui, vers cette nouvelle offre? Quels sont les leviers, quelles sont les contraintes à sa participation, quelles sont les stratégies pour l'aider à participer, l'encourager à participer? Alors nous on a fait une revue de littérature internationale sur l'ensemble des pays qui justement monitorent ces enjeux-là de consommateurs. Et on a fait une synthèse finalement des leviers et des barrières à l'adhésion consommateur. Donc il y a évidemment les questions économiques par rapport au levier consigne qui peut aller chercher justement cette surperformance. Et puis la question des bénéfices environnementaux, mais aussi les effets de barrière lorsque le périmètre de consigne est plus strict, lorsque la consigne cible une typologie de boisson ou une typologie de matériaux et pas d'autres. Et là, il y a de la complexité qui s'intègre finalement dans les systèmes de consigne. Et pour les consommateurs, c'est une plus grande difficulté à lire finalement l'offre consignée. Et ce qu'on voit évidemment, c'est un soutien quand même assez important dans les pays où il y a de la consigne, dans les pays qui le demandent. On avait réalisé l'année passée un sondage Ipsos à l'échelle nationale et on a essayé de creuser au niveau des régions finalement si en France il y avait une adhésion. Malgré tout, sachant que l'offre, elle n'existe pas encore. Et par principe, il y a une adhésion consommateur à aller vers cette offre consignée, qu'elle soit réemployable ou recyclable. Et ça, à travers le temps et à travers les différents sondages, que ce soit de l'ADEME, les nôtres ou d'autres acteurs qui travaillent sur ce sujet. Ce qui est intéressant aussi dans le sondage, pour faire court, c'est qu'on voit que sur les 2/3 des non-trieurs aujourd'hui du bac jaune se retrouvent motivés justement par la question, l'incitatif économique à récupérer sa consigne. Et on ne se le cachera pas, hein, c'est aussi vrai pour la tarification incitative, hein, ces éléments économiques qui permettent d'aller chercher de la performance entre le geste environnemental désintéressé et finalement le porte-monnaie qui permet d'aller chercher ce 10, 20, 30, 40, 50% de plus selon les habitudes de consommation et les typologies d'emballage. Alors pour rentrer dans le cœur, hein, on a essayé nous vraiment de creuser sur le volet français en termes de consigne mixte. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport notamment aux scénarios qui ont été développés par l'ADEME l'année passée, c'est-à-dire les scénarios sans consigne, donc seulement les leviers de la collecte sélective pour atteindre les objectifs notamment de 90% de taux de collecte des bouteilles plastiques, et puis des scénarios avec une consigne. Et je vous partage aujourd'hui les constats, parce qu'effectivement, deux choses. Un, l'écran est un peu petit pour rentrer dans le modèle. Et deux, l'étude sera disponible la semaine prochaine, donc vous pourrez la consulter sur notre site. Mais en gros, différents constats.
À la base, aussi, qui nous a poussé à faire cette étude. Le premier, c'est la performance que je vous ai partagée par rapport aux objectifs et la trajectoire sur laquelle on est. Le deuxième, c'est les difficultés aujourd'hui de mise en place du réemploi. Je pense que c'est un constat général depuis 4 ans. Je vais en parler à plusieurs acteurs aujourd'hui à travers les différents kiosques. Cette difficulté à passer à l'échelle, justement à passer à un modèle économique qui est viable, j'ai envie de dire, sans subvention aujourd'hui publique, économiquement viable et indépendant. Et le troisième, évidemment, c'est un contexte beaucoup plus favorable par rapport à l'élément réglementaire dont je vous ai partagé. On n'est plus en 2019-2020, loi AGEC, bouteille plastique. Aujourd'hui, le focus, il est bien plus large. Il est sur les matériaux, il est sur la prévention, il est sur le réemploi, il est sur le recyclage, bouteille plastique, canettes. Et il y a vraiment une approche 3R qui est prise et le secteur boisson est particulièrement ciblé dans cette approche 3R. C'est pour ça qu'on arrive aussi avec ce projet-là et cette approche-là. Donc dans la modélisation économique, ce que l'on a fait, on a voulu mesurer finalement toutes les synergies opérationnelles et les optimisations potentielles en termes de coûts envisageables dans une consigne mixte. Dans une consigne mixte, je vais vous présenter un petit peu le modèle, mais en gros, imaginez une infrastructure nationale dédiée finalement à la consigne. Aujourd'hui, on a un prisme boisson, mais il faut l'imaginer qu'elle peut évoluer effectivement vers d'autres types d'emballages aussi, pour intégrer aussi plus de réemploi, plus de typologie d'emballage. Elle est aujourd'hui sur un prisme boisson. Pourquoi? Parce que historiquement, les systèmes de consigne dans le monde ciblent plutôt la boisson, que ce soit pour réemploi ou recyclage, depuis une 50aine d'années et plus. Et on a pris donc une hypothèse donc, de déploiement concomitante, c'est-à-dire on a imaginé un scénario avec une mise en place nationale en 2026. Il faut à peu près 18 à 24 mois pour mettre en place un système national. C'est une référence, je dirais, un peu internationale. Donc si on prenait la décision cette année, en 2024, en 2026, on pourrait démarrer un système national de consigne mixte. On est parti des scénarios, donc, comme je le disais, de l'ADEME, avec mise en place ou pas de consigne pour recyclage. Et on a ajouté le chapeau réemploi sur tous ces scénarios. Parce que c'est vraiment l'élément manquant de l'étude ADEME, c'est d'ajouter le réemploi, le scénario réemploi avec consigne pour recyclage ou sans consigne pour recyclage. Donc on a voulu vraiment creuser cet aspect-là. Et puis, là, on a essayé de paramétrer évidemment un modèle. Il y a tout un modèle en arrière économique et opérationnel. Mais ça, c'est pour vous en donner un petit peu le cadre sur lequel on a travaillé, donc les différents périmètres. Donc, comme je vous le disais, le scénario 1 avec consigne pour réemploi et levier d'amélioration de la collecte sélective dans une trajectoire ambitieuse. Donc les 11 leviers de l'ADEME, poussés plus, la tarification incitative sur 45 millions d'habitants, les biodéchets à l'échelle nationale, etc. Donc tout poussé au max. Avec évidemment en contrepartie un niveau d'incertitude assez élevé puisque tout ça prend du temps, il y a de l'inertie dans la mise en place de ces politiques publiques. Le scénario 2, donc avec la même chose mais une trajectoire intermédiaire sur laquelle j'en parle évidemment ici parce que c'est un scénario officiel de l'ADEME mais qui ne permet pas d'atteindre les objectifs, donc on peut déjà un peu le mettre de côté. Et puis un scénario 3, donc avec consigne pour recyclage et consigne pour réemploi, et un scénario de collecte sélective intermédiaire, donc avec finalement un niveau d'incertitude plus important au niveau des leviers de la collecte sélective et plus important au niveau de la consigne pour l'ensemble des objectifs. Et ce qui a été modélisé, donc, c'est les éléments de reprise, donc automatisés avec les machines de déconsignation, en recyclage ou en RVM mixte, la reprise manuelle, puisque tous les distributeurs n'ont pas forcément la place d'intégrer ce type d'équipement, les flux réemploi et recyclage, les centres de massification, où l'ensemble de ces emballages sont ramenés pour être massifiés, pour aller chercher de l'efficience opérationnelle et logistique, les centres de comptage, de tri, qui permettent aussi d'auditer le système entre les mises en marché et les taux de collecte, et puis les centres de lavage, les usines d'embouteillage, les recycleurs et générateurs, etc. Donc finalement la fin de vie. Et on voit finalement que le comparatif des scénarios va se passer surtout sur la partie jaune, parce que de toute façon, que ce soit un scénario avec consigne pour recyclage ou sans consigne pour recyclage, parce qu'on parle de consigne pour emploi, on aura de toute façon les centres de lavage et les usines d'embouteillage en fin de piste. Donc on s'est concentré vraiment sur le différentiel des scénarios. Donc quand on parle de synergie, on parle de synergie de points de reprise, beaucoup. Donc toute la question des CAPEX et des OPEX en fonction des volumes mis en marché. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne cibler 200 millions de bouteilles pour réemploi à l'échelle nationale sur un système national de 30 à 50 000 points de reprise, ou cibler 18 à 20 milliards d'emballages à l'échelle nationale dans le même système. On comprend que les coûts sont à peu près fixes,
mais que en fonction du volume mis en marché, le coût unité mis en marché est énormissime si justement il n'y a pas cet effet volume de l'ensemble du gisement. Il y a les questions de logistique aussi, d'optimisation de centres de massification, etc. Et puis les questions de dispositifs par un opérateur commun. Donc on voit notamment dans certains pays des opérateurs consignes communs, consignes mixtes, justement, qui servent un petit peu de tour de contrôle entre la collecte, les points de massification, la reddition de comptes gouvernementales et la performance environnementale, donc des opérateurs qui gèrent l'ensemble des consignes. Bon, là on commence à rentrer dans le dur, mais l'idée, je vais sauter un petit peu à la conclusion et vous en expliquer simplement le principe. Le principe, en gros, comme je disais, on a regardé toutes les synergies opérationnelles possibles dans un système national. Donc notamment les questions de points de reprise, de centres de comptage, etc. Les questions aussi d'opérateurs, donc toutes les questions en lien avec les RH, la communication du système, etc. Donc tous ces éléments-là. Et puis ce que l'on a trouvé notamment, c'est qu'en consigne mixte, finalement, dans ce scénario consigne mixte, on est capable d'aller chercher justement une économie substantielle de pas loin de 200 millions d'euros annuels par un système mixte versus un système de consigne pour réemploi seul. Encore une fois, dans les deux cas, il y a les leviers de la collecte sélective. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est collecte sélective plus consigne pour réemploi seul ou consigne mixte. Et là, on va chercher de l'efficience. 200 millions d'euros, c'est pas négligeable. Et lorsque l'on finalement on regarde ce 200 millions d'euros sur les coûts nets qui ont été trouvés dans le cadre de l'étude ADEME l'année passée, avec ces trois scénarios dont le coût est à peu près similaire, hein, entre 1,8 milliard d'euros par année sur la gestion des déchets d'emballage ménagers à 1,9 million d'euros. Donc on voit finalement que les différentiels est assez petit, mais au niveau justement de ce scénario consigne mix, on peut vraiment aller chercher pas mal d'efficience économique par année. En termes de levier, alors désolé, ça va être très lourd. Alors, plusieurs leviers, hein, 8 leviers, et évidemment des freins. Hein. Je pense qu'il ne faut absolument pas mettre de côté les freins. Les leviers, la possibilité donc de mutualisation opérationnelle, financière des points de dispositifs de reprise, du schéma de collecte, des étapes de tri-comptage, comme je le disais, de transport, de gestion du dispositif administratif, suivi, communication. Le levier 2, c'est la limitation des effets de marché entre produits, avec la quasi-intégralité des boissons consignées pour recyclage et au réemploi, contre une partie seulement en cas de consigne pour réemploi. Donc comme je vous le disais, c'est ce fameux linéaire de boissons, niché ou élargi. Le déploiement donc beaucoup plus rapide de la consigne pour réemploi, si le dispositif est couplé. Évidemment, parce qu'il y a cet effet volume, et par les volumes, il y a la capacité de déployer l'infrastructure à l'échelle nationale. Sans l'effet volume, il n'y a pas cette capacité économique d'aller chercher ce déploiement-là. Et puis, la simplification du geste de tri au niveau consommateur sur l'offre consignée. Alors évidemment, ça peut faire sourire, hein, parce que qui dit consigne aussi dit faire évoluer aussi le geste de tri du bac jaune aussi sur cette typologie de produits boissons vers la consigne. Mais l'idée aussi, c'est de simplifier finalement l'offre consigne aussi avec une offre commune. Les contributions à la réduction des déchets abandonnés, évidemment, je vous le disais au début, c'est un facteur important. La consigne réduit de 50 à 80% les emballages de boissons abandonnés dans l'environnement. C'est un fait vérifié avant et après consigne dans les systèmes dans le monde. Et c'est quelque chose que l'on benchmark d'ailleurs régulièrement si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, la qualité des matériaux aussi pour recyclage, hein, la question du grade alimentaire, avec tous ces objectifs de réintégration de grade alimentaire dans les emballages boissons. 5 minutes, parfait. La question évidemment de taux de rotation, puisqu'il y a cet effet d'entraînement effectivement dans les consignes mixtes. Finalement, je vous donne un exemple. En Lettonie, avant 2022, le taux de collecte des emballages réemployables de boissons était d'environ 50%. Après la mise en place de la consigne pour recyclage en 2022, il a bondi à 80-90%, justement parce que l'offre s'est consolidée, parce que l'offre s'est modernisée, parce que le geste consommateur a été beaucoup plus facile à pousser, justement, puisqu'il y avait une offre beaucoup plus élargie
et ça a notamment rassuré les producteurs d'emballage, notamment des jus, des eaux, à remettre du réemploi sur le marché. Ça a été le cas d'ailleurs aussi en Allemagne. Avant 2003, le jus avait disparu des emballages réemployables en Allemagne. Après la mise en place de la consigne pour recyclage, le jus a relancé ses gammes, notamment de réemploi, justement par une offre beaucoup plus aboutie. Et puis, donc la contribution à l'atteinte des objectifs réglementaires, c'est pas rien, sur le recyclage, mais aussi sur le réemploi. En termes de freins, donc les dispositifs, évidemment, amènent la complexité logistique, notamment chez les distributeurs, puisqu'on parle d'espace dédiés, notamment, et de coûts de gestion. Il y a la question importante de changement de modèle de notre service public de gestion des déchets, donc l'impact par rapport au centre de tri de tous ces volumes pour recyclage dévié et pour réemploi aussi, qui n'iront plus vers le recyclage mais vers les boucles de réemploi. Donc ça, c'est des volumes qui varient. Évidemment, dans la suite de l'exercice, il y a des nouveaux volumes qui arrivent avec les nouvelles REP aussi, mais c'est à considérer dans ce futur modèle. Et puis les contraintes supplémentaires consommateurs, puisque qui dit consigne dit aussi un niveau de contrainte pour les consommateurs de retour de l'emballage. Donc ça, c'est important à considérer. Un réseau complémentaire, alors pourquoi pas, parce qu'on parle beaucoup de distributeurs, de distribution, parce qu'évidemment, plus de 90% des volumes vont partir et probablement revenir vers ces points-là, mais il y a toute une offre peut-être à réfléchir. Je pense notamment à ce que propose aujourd'hui Tribu avec Solutions Publiques, des éco-boutiques, on appelle ça les circular hubs, donc des boutiques en cœur de village, ou qui peuvent être dans des centres densément peuplés où il y a un manque d'espace pour revitaliser les cœurs de village et qui pourraient offrir justement cette offre avec consigne, mais aussi avec d'autres éléments de la REP, des ampoules, des batteries, bref, tout ce qui traîne chez nous dans des tiroirs, dans des garages dont on a de la difficulté parfois à ramener, et d'avoir une offre un petit peu plus conciliée, en plus en service consommateur, un peu plus intéressante. Et on voit d'ailleurs que ce type d'offre, en fait, elle est intéressante et aujourd'hui au Québec, avec la modernisation et de la consigne et de la collecte sélective, on voit cette offre aussi qui est en train de se créer au Québec avec des boutiques, ces fameux circular hubs, avec le retour directement des emballages réemployables, des emballages consignables, avec la possibilité d'y aller soit à la machine, soit d'y aller en sac, de se laver les mains, d'avoir une petite application qui permet de faire le bilan environnemental de chaque consommateur. C'est-à-dire que vous ramenez vos emballages, ça vous dit en gros j'en ai ramené X cette année, ma réduction de GES est de temps, etc. Donc essayez de faire adhérer le consommateur en lui donnant un portrait un petit peu de sa consommation et de son empreinte environnementale, un petit peu comme une sorte de bilan à la fin Spotify de tout ce que vous avez écouté dans l'année. C'est un petit peu cette idée-là de gamification de la consigne. Donc, pour conclure, l'idée c'est évidemment, une fois l'infrastructure nationale créée, une fois le geste de retour ancré sur des larges volumes et des catégories de boissons relativement larges, une fois un système optimisé, avec une offre de réemploi compétitive dans les parcours conso, la question aujourd'hui qui est pour nous sur la table, c'est la question de l'objectif réglementaire et du potentiel. Et on pense que le potentiel, il est bien au-delà du 10% de réemploi aujourd'hui qui est visé par la réglementation. On pense qu'on doit aller absolument plus loin. Pourquoi plus loin? Parce que justement, c'est par les parts de marché importantes qu'on va créer justement les effets de levier économique. Si je vous dis 5% de réemploi aujourd'hui, ça devient compliqué d'investir dans l'ensemble de mes usines, d'investir dans l'ensemble d'une infrastructure pour aller chercher 5% de réemploi dans une offre produit élargie, à moins d'être un pur player de réemploi. Ce qui n'est pas le cas des grands producteurs de boissons, etc. Donc, dépassons le 10%, c'est un petit peu le message aujourd'hui qu'on veut passer avec cette consigne mixte. Mettons l'infrastructure en place à échelle nationale en 2026, demandons au gouvernement d'agir rapidement là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre page Oui la consigne mixte, en fait, qui détaille un petit peu nos éléments de réflexion, des benchmarks sur le pourquoi, du comment cette approche-là. Et les acteurs aujourd'hui qui soutiennent cette approche 3R, donc de réduction des emballages, de réemploi des emballages, et de recyclage des emballages. Et allons plus loin, je vous remercie beaucoup pour votre présence.